Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à Bercy. J'aurais préféré être physiquement présente pour cet accueil, mais je crois que c'est très important d'avoir cette opportunité pour les auditeurs et les auditrices du CHED d'être là avec nous et de partager un certain nombre d'expériences du public, du privé et de permettre finalement à la décision publique de se faire de manière plus construite, plus apaisée et surtout plus intelligente. Ce rapprochement, il permet à chacun, au fond, de se comprendre et de s'entendre. On n'utilise pas nécessairement le même vocabulaire dans les trois sphères que vous avez citées et surtout, on n'est pas confronté aux mêmes contraintes et on a tendance à caricaturer les contraintes de l'autre et donc à ne pas comprendre pourquoi il ne prête pas une écoute plus attentive à ses propres problèmes. Et tout l'enjeu, c'est de montrer qu'on a un terrain commun qui est beaucoup plus grand que celui qu'on imagine et que, au fond, ce partage permet de construire des décisions où on examine à 360 degrés tous les enjeux qui se posent. Et donc on voit bien tout l'intérêt de mettre tout le monde autour de la table. C'est ce que nous faisons typiquement dans le Conseil national pour l'industrie, où nous avons 18 filières, des groupes de travail transversaux qui réunissent tout le monde autour de la table, organisations syndicales, industrielles, services de l'État. Et puis, de plus en plus, moi je veux faire rentrer les organisations environnementales parce qu'elles ont une expertise qui est très précieuse pour compléter, au fond, l'appréhension des dossiers. C'est vrai que cette notion de s'appuyer à la fois sur la société civile, les entreprises, pour nous aider, nous, administration, à mieux travailler, on l'a vu dans un certain nombre de textes. La loi Pacte, où on avait fait des binômes députés, chefs d'entreprise, pour expertiser des grandes parties de la loi. Et puis, de manière générale, la transformation de l'administration, c'est un autre contact avec les administrés, les usagers, comme on les appelle. L'idée est de passer d'une fonction nécessaire de contrôle et aussi d'être celui qui dicte la loi, qui la prépare, à une fonction, je dirais, une troisième fonction d'accompagnement, de conseil. Parce que la loi est touffue, parce que les normes sont complexes et parce que le monde lui-même devient de plus en plus complexe et que finalement, notre expertise peut être apportée aux entreprises, aux consommateurs pour les aider à mieux travailler ou mieux évoluer dans ces cadres. Alors il y a une action qui est, je dirais, très exemplaire, c'est la loi ESSOC, qui est une loi qui pose l'idée qu'on autorise, enfin qu'on admet qu'on peut faire une erreur. C'est le droit à l'erreur. Une entreprise peut se tromper dans sa compréhension d'un texte de loi et dès lors qu'elle le fait sans que cela n'ait d'impact en réalité sur l'intégrité des personnes ou qu'on sent qu'il y a de la mauvaise foi, intérêt d'être plutôt pédagogue, d'expliquer la loi et de faire en sorte que la deuxième fois, ça ne se reproduise pas. Au-delà de la loi ESSOC qui prévoit ce droit à l'erreur, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Développer la médiation, évidemment. On a également mis en place des référents uniques qui réunissent les demandes des usagers et animent en fait le traitement de ces demandes. Et puis, on a un certain nombre de dispositifs qui vont dans le sens, dans l'esprit de la loi ESSOC, le style oops.gouv.fr, qui va recenser les erreurs de l'administration et quelque part expliquer, s'excuser et expliquer comment il faut appliquer les sujets. On a un dispositif qu'on va déployer à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui est en fait partenarial, qui s'appelle Signal Conso et qui demande aux consommateurs de nous signaler des choses qui leur paraissent problématiques dans un magasin, dans un étiquetage, etc., pour nous faire gagner du temps et pour protéger les autres consommateurs. Peut-être il n'y a rien,
mais peut-être c'est un problème et finalement la vigilance des consommateurs et l'expertise de la DGCCRF permettront de traiter plus rapidement la situation. Alors, première chose, des chiffres sur l'attractivité. On le voit depuis 2 ans et demi, il y a un bond, l'attractivité de la France comme site industriel et comme site R&D. Nous sommes sur la première place du podium pour les investissements directs étrangers en France pour l'industrie, avec plus de 330 projets en 2018. Nous n'avons pas encore les chiffres 2019. Et à comparer à un peu plus de 150 sites pour l'Allemagne. Donc je crois que c'est très intéressant comme performance. De même, lorsqu'on regarde différents classements qui sont établis, on remonte systématiquement dans tous ces classements. Et dans le grand classement international de T-Kearney, on était dans les 5 destinations les plus attractives au monde. Donc ça, c'est autant d'éléments qui expliquent, ou plutôt qui témoignent que le cadre fiscal et social que nous avons mis en place a singulièrement amélioré l'attractivité de la France. Il y a quelques éléments saillants. Le fait d'avoir revu la fiscalité du capital pour l'orienter de façon à ce que tout l'argent qui est orienté dans la prise de risque entrepreneuriale soit moins taxé que de l'argent qui irait plutôt soutenir des activités qui n'ont pas cette dimension de prise de risque, donc pour orienter les investissements vers les activités productives. Le fait d'avoir révisé le Code du travail et de donner de la prévisibilité aux employeurs lorsqu'ils doivent ajuster une structure. Ça arrive à des activités d'être confrontées à des pertes de chiffre d'affaires, à des pertes de volume. Elles vont donc réduire leur nombre d'employés et elles paieront, parce que ça c'est le droit français et c'est normal, il faut assurer je dirais la sécurité financière des employés, mais dans le même temps savoir combien de temps cela va prendre et grosso modo combien ça va coûter, ça permet aux entreprises d'être plus en sécurité lorsqu'elles lancent de nouveaux recrutements. Parce qu'elles savent le niveau de risque qu'elles prennent. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une diminution des recours devant le juge prud'homal du fait finalement de ces règles du jeu qui sont plus positives. Et moi je les rapproche aussi de la baisse du chômage, des taux de chômage, parce que finalement quand c'est plus prévisible la façon dont ça se passe lorsqu'on se sépare d'un collaborateur, c'est beaucoup plus facile de les recruter et de prendre des risques de recruter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc voilà des exemples très précis qui ont permis d'améliorer l'attractivité de notre pays. Derrière, c'est aussi tout un travail de projet. Le président Macron a fait de la parité homme-femme un axe important de sa présidence, parce que nous considérons que cette parité économique entre les hommes et les femmes est un élément d'évolution et de développement très fort, en particulier dans les pays émergents. Mais ce n'est pas vrai que pour les pays émergents, c'est aussi vrai pour les pays qui sont matures aujourd'hui économiquement. Et donc, nous nous sommes engagés avec les 6 autres pays du G7 à prendre une loi dans l'année qui suivait notre présidence qui reprendrait un des éléments correspondant aux meilleures pratiques de parité homme-femme dans le monde économique. Et on se reposait sur ça, sur un rapport qui avait été rendu pour le G7 et qui répertoriait toutes ces bonnes pratiques. Donc c'est l'intention et l'objectif, c'est de bâtir une loi qui n'est pas nécessairement très grosse, très importante, mais dans laquelle il y a quelques mesures bien ciblées qui facilitent la parité homme-femme dans la vie économique. Et nous avons lancé le 3 décembre dernier une consultation ouverte tout azimut. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point cette consultation a eu de réponses, puisqu'on a plus de 50 000 répondants, plus de 400 000 contributions. Pour vous donner une idée, sur la loi Pacte, on a eu 10 fois moins de contributions. Donc, ça suscite l'intérêt
Et c'est normal parce qu'au fond, dans un pays comme la France, une meilleure parité homme-femme, c'est une meilleure compétitivité du pays parce que ça vous donne la capacité à avoir un plus large vivier de talents et à pouvoir mettre des femmes qui ne l'imaginent pas dans des situations de direction. Et puis, c'est une meilleure répartition de la richesse. Si les femmes avaient le même taux d'activité que les hommes, par exemple, vous créeriez mécaniquement plusieurs milliards d'euros de PIB supplémentaires. Et on imagine que ça a beaucoup de valeur, notamment pour des familles monoparentales, par exemple. Donc c'est vraiment un enjeu majeur et on sait qu'il y a encore beaucoup de freins à ce que les femmes aient les mêmes études, ça on est plutôt dans l'ordre du préjugé, les mêmes carrières. Là, ce sont des difficultés d'ordre économique, d'ordre aussi lié à la maternité, liées à la façon dont les entreprises organisent les carrières et beaucoup plus de difficultés pour les femmes de créer leur entreprise et d'avoir un financement bancaire. Alors l'enjeu l'année prochaine, c'est effectivement de développer la croissance structurelle. Il y a tous les éléments d'attractivité que j'ai cités qui contribuent à améliorer aussi la compétitivité de notre pays. Mais pour aller plus loin, nous travaillons dans différentes directions. D'abord, dans le cadre du pacte productif 2025, c'est lever la tête de la copie et regarder au loin et se demander comment on peut construire l'industrie et les activités et les services de demain, c'est-à-dire prendre les bons virages en termes de technologie, penser à mettre en place le meilleur plan d'investissement d'avenir dans les technologies qui sont les plus structurantes pour nos activités et donc rester dans la course industrielle et servicielle, tout en accompagnant la transition écologique et énergétique et en pensant aux compétences qui vont être nécessaires pour relever ces défis. Sachant qu'aujourd'hui, on a une difficulté à recruter puisque vous avez plein d'emplois qui sont vacants faute de candidats. Donc ça, c'est comment on construit la croissance de demain. Et à plus court terme, on a un grand plan, par exemple, de numérisation des activités, à la fois en direction des TPE. Ça, c'est la petite contribution de mieux savoir se servir d'une plateforme numérique, utiliser des outils numériques qui peuvent apporter soit plus de chiffre d'affaires, soit plus de qualité client, soit des économies de coûts. Et pour des entreprises plus importantes qui font de la production, les accompagner dans une transformation numérique, notamment avec les outils de l'usine du futur, machines à fabrication additive, machines à commande numérique, robots, cobots, etc., qui sont susceptibles de faire gagner à des entreprises françaises jusqu'à 30-40% de productivité. Donc c'est totalement transformant, mais pour franchir le cap, il faut être accompagné et nous avons décliné toute une série d'accompagnements. Donc on travaille à soutenir la croissance structurelle à court terme et à moyen terme. Merci beaucoup.